avec quelque chose d'un peu plus interactif, justement pour mettre en pratique les choses que vous avez déjà entendues sur les stimulations simples. Donc c'est une première session de cas cliniques, de monitorage. N'hésitez pas à répondre et à participer. Et c'est Julia Gonneau, une de nos sages-femmes, qui va nous faire cette première session. Merci Julia. Merci. Bonjour à tous. Alors j'arrive un peu tôt, j'ai vu que vous n'aviez pas encore eu vraiment le cours avec le docteur Ménir. Attention, il faudra être attentif. C'est pas grave, on va commencer. Il n'y a pas de piège, ou il y a des petits pièges, mais c'est facile. Pour voir différents cas cliniques, donc stimulation simple et insémination. L'idée, c'est de faire ça, comme elle disait, un peu interactive. Donc on essaye de voter, vous essayez de donner votre avis sur ce que vous feriez. Et puis on va voir si nous, on a fait comme vous imaginiez. Allez, c'est parti. Alors, première patiente, tout ce que je présente là, c'est des patientes qui sont suivies chez nous, et c'est des vrais dossiers, hein. Vous allez voir, c'est que des cas assez récents. Donc, Madame V, elle a 33 ans, un BMI à 25, c'est une infertilité primaire, SOPK, elle a dyspagnoménorrhée, 40-60 jours. Je vous ai laissé le bilan J3, son hystérosalpingographie est normale. Monsieur, il a un spermogramme et un TMS normal. Il n'y a pas de piège. L'idée, c'est, vous voyez cette patiente en consultation, vous avez fait tout le bilan, donc là, vous avez eu le cours énorme sur les SOPK, donc tous les tests à côté sont faits, hein, il n'y a pas de truc caché. Et cette patiente, elle vient vous voir pour avoir un bébé. Qu'est-ce que vous, dans l'idée, vous feriez comme protocole pour l'aider à avoir un bébé? Donc, quel type de protocole? Est-ce que vous verriez des consignes particulières pour cette patiente-là à appliquer? On essaye? Alors, dans l'idée, moi, je vous propose 4 choses, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Soit vous voulez faire une FIV pour cette patiente-là, soit vous voulez faire une insémination avec gonadotrophine, soit vous faites une induction avec des gonadotrophines, soit vous faites une induction d'ovulation, mais avec du clomide. Voilà, normalement, c'est facile, il vient de le dire et de le redire. Ils sont en distanciel parce Ouais, qu'ils ont un sondage. oui, Je ne sais eux, ils pas ont le si on peut sondage en ligne. afficher à l'écran Les résultats du les sondage, je résultats sais en pas. live. Hier, on les avait. On peut faire un vote. Tu peux faire voter dans la Après, ouais, salle, dans par la salle, contre. vous pouvez me Vas-y. dire. Alors, on Bon, il va y a une dire majorité majorité de d'induction par clomine ou chlomide. d'autres choses. Alors attends, qu'est-ce qui nous... Et là, on était à 0 là, non? Je crois qu'il y a il y a Ouais, quelques ça pourcents pour le participe chlomide, pas. mais Non, ça non, mais participe pas trop. il participe pas. Bon, allez les gars en ligne, n'hésitez pas à participer. Pour la salle chlomide plutôt? Ouais. Alors effectivement, tu peux quitter le diaporama ouais, du sondage. Alors effectivement, plutôt en première intention, comme on vous a expliqué, plutôt du chlomide. Et moi, ce que je vous ai juste noté en consigne particulière, c'est de toujours discuter avec les couples que vous rencontrez pour savoir s'il y a un accord de grossesse gémellaire ou non. C'est bien de le savoir avant de commencer, comme ça, quand vous allez faire votre session de monitorage, vous allez déjà discuter et voir avec vos patientes. L'idéal, c'est vraiment de le savoir avant, ou en tous les cas, de toujours poser la question pour ces couples-là. Donc, pour cette Madame V, elle a pris le chlomide. Et alors, nous, on les voit un tout petit peu plus tôt que ce que vous avez vu dans le cours précédemment. Nous, en systématique, on les voit entre J9 et J10, à peu près. En termes d'organisation, on a des infirmières de programmation. Les patientes appellent, elles ont leurs ordonnances pour le chlomide. Elles appellent le premier jour des règles nos infirmières où elles envoient un petit mail. Et les infirmières les convoquent entre J9 et J10 pour le premier contrôle, donc prise de sang et échographie. Donc là, le premier contrôle, vous avez donc le compte rendu d'écho, vous avez l'ovaire droit, un follicule à 12, le reste qui a l'air plutôt petit. L'ovaire gauche, un follicule à 16, le reste plutôt petit. L'endomètre, c'est la mesure qui était à 6,8. Et ensuite, oui bien sûr, je l'ai vu. Alors, ouais, Il pardon. faut bien leur expliquer comment elles sont organisées. Alors en fait, on les organise de telle manière que là, je vous ai fait un petit zoom. Sur les petits jours d'avant, on aurait vu la prescription de chlomide. J'en ai d'autres où j'ai un petit peu plus affiché, hein. Donc en fait, il faut imaginer que tous ces jours-là, clac, 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 tout ça, c'est les jours de chlomide. Puis arrêt du chlomide, et on les voit à S9. On les voit à S9, vous avez la première partie, la partie en haut, qui est la partie des dosages hormonaux. Oestradiol, ça va se présenter toujours de la même manière. Oestradiol, LH, progestérone, et un nanogramme, bien. Et la partie ici, qui est la partie de l'échographie. Toujours de la même manière aussi, ovaire droit, ovaire gauche, endomètre. Donc, on se retrouve avec un follicule donc, sur l'ovaire droit à 12,
un follicule sur l'ovaire gauche à 16, un endomètre 6,8 et vos dosages hormonaux, j'ai perdu le pointeur, ouais c'est bon je l'ai, avec l'œstradiol à 397, une LH 17 et une progestérone à 0,3. Comme vous avez eu le cours, vous êtes censé faire quelque chose avec ça, l'idée étant de, il n'y a pas 36 possibilités, soit vous l'annulez parce que je sais pas, elle a trop répondu, vous le sentez pas, soit vous vous dites, elle a plutôt bien répondu, on pourrait déclencher l'ovulation, ou, comme on vous l'a dit, ne pas déclencher et laisser avoir des rapports, ou est-ce qu'on recontrôle parce qu'on se dit c'est pas encore assez près, il faudrait peut-être attendre et la recontrôler un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'on déclenche pour qu'elle ait des rapports parce qu'on se dit que c'est prêt? Est-ce qu'on recontrôle parce qu'on se dit que ce n'est pas prêt? Ou est-ce qu'on annule parce qu'on se dit qu'elle a trop répondu? Elle peut avoir des rapports? Ouais. Alors, elle peut avoir des rapports, mais elle a un risque de grossesse gémellaire. Et on a l'accord pour la grossesse gémellaire. Est-ce qu'avec l'accord de la grossesse gémellaire, ça vous aide à choisir? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez la recontrôler, l'annuler, mais vous avez quand même l'accord de la grossesse gémellaire, ou est-ce qu'on déclenche quand même l'ovulation? Vous vous recontrôlez. Alors, l'idée de recontrôler, c'est de se dire qu'elle n'est pas prête. Nous, ce qu'on va chercher à viser, c'est d'avoir un follicule d'au moins 17 mm pour pouvoir déclencher. Follicule de 17 mm, la croissance de vos follicules, c'est à peu près 1 à 2 mm par jour en croissance. Donc vous voyez cette patiente qui a déjà un follicule à 16. On se dit, bon, elle n'est pas tout à fait à 17, c'est peut-être encore un petit peu juste pour la déclencher, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de la recontrôler? Parce que si elle a 16 aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de raison qu'il soit à 12 demain. Voilà. Donc, dans l'idée, effectivement, la déclenche, mais le lendemain. Pour laisser au follicule de 16 un petit peu de temps, lui laisser le temps de grandir un petit peu. Le lendemain, vous allez être à 17, 18, et vous allez pouvoir la déclencher tranquillement, et après, elle peut avoir des rapports. Pour ce qui est de déclencher en systématique, l'ovulation, nous ici on va le faire tout le temps. Là vous avez vu dans le cours précédent, c'est pas forcément obligatoire, on n'est pas obligé. Nous ici, on l'a systématisé, pour toutes les patientes on va déclencher. Et ce que vous avez là, 0 microgramme, alors c'est pas 0 microgramme, hein, c'est un bug du logiciel. On déclenche avec de l'Ovitrel, de l'HCG, ici. Et c'est pas 0 microgramme, c'est 250. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Timing des rapports. Ah, pour le timing des rapports, elle peut avoir des rapports dès, je bug, dès cette partie-là. Hein. Dès là. Même la veille, elle peut avoir des rapports. Oh, oui, vas-y. Ah, bah oui, ce sera mieux pour tout le monde. Dans le cas où elle donne pas son Ouais. accord pour la grossesse gémellaire, Ouais. du coup, mais où elle a eu un rapport la veille du bilan. La veille du bilan. Et où on se dit que peut-être on est elle pas peut dans dire- la bonne zone. Mm. Alors, là, si on prend vraiment cet exemple-là, hein, elle a son follicule à 16 dont on parlait tout à l'heure et ce follicule à 12. Le follicule à 12, c'est pas vraiment le plus inquiétant. À partir de 13, 13,5, 14, là effectivement vous avez un sur-risque vraiment de grossesse gémellaire. Pas là sur un follicule à 12. Alors, cette certitude elle est quand même un petit peu renforcée, surtout si vous avez un petit bilan à côté. Elle aurait 900 d'œstradiol, je vous dirais bon là, il n'était peut-être pas à 12 ce follicule. On l'a peut-être un petit peu sous-estimé, peut-être qu'il est plus gros et peut-être qu'effectivement il y a un risque. Là, un follicule en croissance, il va sécréter 200, 250, on peut aller jusqu'à 300. Effectivement, les autres sécrètent un petit peu, hein, les tout petits, le follicule 12 doit sécréter un petit peu, mais on n'est pas dans un vraiment très très gros risque du coup là de grossesse gémellaire. Donc là, a priori, on peut plutôt rassurer cette patiente-là. Ah, monsieur et après madame. Ah, madame, les dames d'abord, très bien. Je vais répéter la question. Vas-y. La question, c'est sur l'épaisseur de l'endomètre. Quel est le cut-off pour dire c'est prêt ou pas? Alors, on va plus se baser sur les follicules quand même que sur l'épaisseur de l'endomètre. On sait qu'avec le clomide, des fois, l'endomètre il est un petit peu plus fin que ce qu'attendu. À partir de 6, nous, ce qu'on a regardé, notamment sur les transferts d'embryons congelés, en dessous, à partir vraiment de 6 mm d'épaisseur, on n'a pas, j'allais dire, de diminution de chance de grossesse.
Après, on sait aussi qu'il y a des patientes qui n'ont jamais un endomètre qui est très épais. Donc, ces patientes-là, peut-être que constitutionnellement, vous n'allez jamais arriver aux 8, 9 mm. Là, 6,8, on est plutôt bien. Moi, je dirais plus aux alentours de 3, 4 mm, où on va se dire que c'est quand même un peu fin. Après, généralement, vous avez fait des bilans auparavant. Vous avez quand même des bilans où vous avez une hystéroscopie qui est plutôt rassurante, une hystérosalpingo qui est plutôt rassurante. Vous avez d'autres choses qui vous font dire que normalement ça devrait être mieux, ou peut-être ce sera toujours comme ça. Et monsieur? La dose d'Ovitrel? La dose Ouais, d'Ovitrel. 250. C'est des stylos, alors en France vous avez les stylos pré-remplis, 250, c'est toute la dose en fait. Elles injectent tout le stylo. Ouais. Alors, madame avait levé la main et après vous, madame. Ouais. Doublé par rapport au taux qu'on a là? Ah pardon, la question c'était si on a un risque de grossesse gémellaire, est-ce que le taux d'oestradiol serait doublé? Vous voulez dire là, au lieu d'être à, j'allais dire 400, il sera à 800? Difficile à dire si vraiment ce serait pile poil le double. Là pour le coup, je pourrais pas vous dire, ça dépend vraiment. Le double de ça, je sais pas, mais en tous les cas, il serait plus élevé. Ouais. Et madame au fond? Oui? Ouais? Ouais? Ok. Laquelle c'est la mieux? Alors c'était par rapport à la mesure des follicules, on me demande dans la salle s'il vaut mieux faire la mesure d'un seul diamètre le grand, ou de faire la mesure des 2 diamètres. Alors, le plus précis, ce serait la mesure des 2 diamètres. La mesure du grand diamètre, nous, on va pas faire ça. On va faire encore plus pervers, on va faire un diamètre tronqué. Alors, je sais pas, on a des stylos là, ou sur le tableau ou pas? Oui, il y en a un. Ouais. Ok. Est-ce que vous nickel. pouvez filmer le tableau, les Alors, garçons? on imagine ton ovaire, et puis tu vas avoir, je sais pas, un follicule comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Soit tu fais tes 2 diamètres, soit tu fais uniquement le grand diamètre, mais tu vois que si tu fais que le grand diamètre, tu perds en précision, parce qu'avec le grand, tu vas le surestimer par rapport à sa mesure vraie. Et donc nous, on va faire ça. Disons qu'on va un peu tricher. On va faire une sorte de grand diamètre tronqué. C'est parce qu'on est flemmard. On va pas se mentir, c'est une question de flemme. Si tu veux vraiment être précis, non mais on va pas se mentir. Si tu veux vraiment être précis, l'idéal c'est de faire tes 2 diamètres. Et notamment, moi ce que je conseillerais, c'est de faire surtout ces 2 diamètres dans une insémination où tu vois, là j'ai vraiment accentué le truc, mais vraiment tu as un follicule qui est vraiment oblong. Si tu fais que le grand diamètre ou si tu es en flemme et tu fais comme ça, tu vas vraiment le surestimer. Il vaut vraiment mieux avoir ta mesure du plus petit diamètre. Mais si on imagine, tu es dans un cas beaucoup plus sympa, où tu as ton follicule qui est quasiment rond, que tu fasses tes 2 diamètres ou que tu te retrouves avec ta diagonale, vous avez la précision, là si tu veux, on a une mesure là du follicule qui est à 16, et ben si tu fais là, tu peux te retrouver avec 15,9, 15,8 ou 16,2. Au final, il n'y aura pas d'impact sur ta stimulation. Quand c'est ça, il vaut mieux vraiment faire tes 2 diamètres. Quand c'est comme ça, tu peux faire ta diagonale tronquée et la mesure sera tout aussi bonne. Après, tu as aussi sur l'appareil, tu sais, le compte automatique que tu peux utiliser. Alors, le compte automatique, c'est hyper intéressant quand tu es plutôt en stimulation avec de la FIV, de l'ICSI, où tu as des doses plus fortes, où la réponse va être beaucoup plus forte, beaucoup plus de follicules à mesurer. C'est un petit côté flemme, hein, parce que ça va plus vite, hein, mais c'est assez précis, tu vois, tu t'embrouilles pas dans tes mesures, tout est bien rentré. Là, quand tu fais de l'insémination, alors je sais pas si tu en as déjà fait, hein, ou de la stime simple. Ou de la stime simple, pardon, du compte de follicules comme ça avec du compte automatisé. L'idée c'est que tu vas mettre ta sonde d'écho, tu vas la positionner de la meilleure manière pour vraiment être dans ta fenêtre d'acquisition. Une fois que tu as positionné dans ta fenêtre d'acquisition, tu vas lancer ton acquisition. Donc l'appareil qui est un follicule ou qui en est 25, il met le même temps d'acquisition. Une fois que tu as l'acquisition, il va t'afficher tous tes écrans, tu vas vérifier ton ovaire, tes follicules, et là tu vas voir ta mesure. Le temps qu'il fasse l'acquisition pour un follicule, en vrai, si tu as l'habitude de faire de l'échographie, tu mesureras bien plus vite en faisant même tes 2 diamètres. Pour le coup, en termes de gain de temps et de précision, pour 1 ou 2 follicules, c'est exactement la même chose. C'est vraiment plus intéressant sur les grands nombres de follicules à mesurer. Là, ouais, là tu gagnes du temps et tu vas gagner en précision. Ouais.
Alors, l'intérêt du dosage de la progestérone. Ta patiente, elle peut très bien avoir ovulé. Si elle a ovulé, a priori, tu vas pas la déclencher pour lui dire d'avoir l'insémination, de lui faire les rapports. Si elle a déjà ovulé, parce que si tu doses, on imagine, hein, tu vois ta patiente là, elle a un follicule à 16. Bon, en théorie, si elle a ovulé, il n'est pas vraiment à 16 ou il n'a pas vraiment la tête d'un follicule classique. Et tu as une progestérone à 3. Elle a ovulé, mais elle a ovulé quand? En vrai, j'en sais rien. Ou elle a ovulé peut-être 4 heures avant de venir, ou elle a ovulé 2 jours avant qu'elle vienne. Donc t'es plus vraiment dans la phase où ton ovocyte, voilà, t'es en post-phase, C'est du coup trop tu tard. diminues tes chances de grossesse, t'arrives trop tard. Donc c'est pour ça que nous on va la doser. Alors après, je vous ai pas mis un dosage comme ça avec une progestérone très élevée qui signerait qu'elle a ovulé. Alors tu pourrais très bien avoir un follicule à 16, mais sur un des deux ovaires, normalement t'as vraiment une image de corps jaune. Ouais, qui est vraiment visible. Après, nous, on prend le parti. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de faire des dosages Ouais. hormonaux, mais on en rediscutera aussi, même en FIV. Maintenant, il y en a qui se mettent à faire que du monitorage échographique. Et les études ont montré qu'on est plutôt bon qu'avec l'écho pour estimer la maturité folliculaire et même le risque d'hyperstime. Mais nous, ici, on aime bien avoir à la fois dosage hormonal et écho pour gagner en précision et puis aussi affiner la compréhension des choses, pouvoir faire des études. Donc c'est vrai que pour toutes nos patientes, vous allez voir qu'il y a un monitorage à la fois hormonal et échographique. Mais en théorie, c'est vrai que vous pouvez vous passer du monitorage hormonal. Simplement, on a plus d'infos. C'est un plus d'avoir les résultats d'écho. Et donc, il y en a qui posent aussi l'intérêt du dosage de LH. Et je ne sais pas si quelqu'un a tiqué, mais c'est vrai que c'est une LH à 17 qui est un peu haute. Donc, il y a deux possibilités. Vous savez que c'est un OPK qui peuvent avoir des LH de base déjà très hautes. Alors, je ne me rappelle plus comment elle était sur ton bilan J3. Ça. Vous voyez, elle était à 12, la ans. LH de base. Donc pour moi, là, elle n'est pas en train d'ovuler. C'est pas son pic de LH. Je pense que c'est sa LH de base qui fluctue un peu selon le moment où vous la dosez. Mais c'est vrai que d'avoir la LH, ça permet de repérer, par exemple, les patientes qui sont déjà en train d'ovuler quand elles sont en train de monter d'un coup leur LH. Et on reparlera de la définition du pic de LH qui est compliqué, même sur le plan biologique. Mais voilà à quoi ça sert de mesurer la LH, se repérer où est-ce qu'elle en est par rapport à une ovulation éventuelle. Et le stradiol, pareil, voir si vous êtes bien corrélé avec la mesure des follicules, le nombre de follicules matures à l'écho. Et aussi gagner en estimation du risque de grossesse gémellaire, parce que c'est sûr qu'un oestradiol à 900, c'est plus inquiétant sur votre risque de grossesse multiple qu'un oestradiol à 200, 300. Donc on gagne en précision, mais on peut s'en passer. Je reviens juste là, quand tu donnais l'exemple de la LH, par exemple, là, vous parlez, on a regardé, elle a une LH de base à 12, là, elle est à 17, donc on disait c'est plutôt fluctuant. Si on imagine, on se retrouve le même cas, la même patiente, vous la voyez à l'échographie, elle a exactement la même échographie, un follicule à 16, un follicule à 12, et quand vous récupérez les résultats du bilan, vous vous retrouvez avec une LH à 45, vous allez vous dire, on va peut-être pas attendre. On va peut-être pas la déclencher le lendemain. Peut-être qu'on a un petit peu sous-estimé ce 16, qui a l'air vraiment très très proche de son ovulation, et peut-être qu'on va juste la déclencher le jour même et lui dire d'avoir des rapports. Ou ne pas la déclencher et lui dire d'avoir des rapports en fait, à partir d'aujourd'hui. Puisqu'elle est en train d'ovuler toute seule. Et il y a une question toujours sur la proche positive. Ouais. Si votre proche, elle est déjà franchement positive quand vous la voyez là à S9, donc ça veut dire qu'elle a ovulé. Donc ça veut dire que c'est probablement trop tard sur ce cycle pour avoir des rapports, parce que vous savez que si les spermatozoïdes arrivent après l'ovulation, sachant que l'ovocyte a une durée de vie de 24 heures dans les voies génitales, c'est trop tard. Donc bon, ils peuvent avoir des rapports, mais peu probable que ça fonctionne. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez vous dire pour la fois prochaine, pour le contrôle monito, c'est de l'anticiper. Du coup, vous la verrez peut-être au 6e, 7e jour, vous voyez. Donc, on prend aussi des leçons du premier cycle pour adapter le monitorage la fois d'après. Et alors, il y a une question sur quel est votre seuil d'écho pour dire que le follicule est recruté. Et puis, ça va un peu en parallèle de comment estimer le risque de grossesse gémellaire, quoi. Quelle taille de follicule font craindre la grossesse gémellaire? Je dirais que nous, dans le centre, c'est plutôt à partir de 13. C'est compliqué, hein. Mais comme elle vous disait, Chloé, on va aussi regarder les dosages, puisque nous, on les fait, donc on les a. C'est ce qu'on disait, si on a un follicule à 12, un estradiol à 800, on va peut-être se remettre en question. On va peut-être se dire que finalement le 12, il était peut-être pas à 12, ou que ce 12 en tous les cas il est vraiment très actif et on a vraiment un risque de gémellaire.
Après, ouais, Ouais, vas-y, vas-y. après la question du recrutement, on dit qu'un follicule, il est recruté, c'est-à-dire qu'il a vraiment commencé sa croissance FSH dépendante. En général, on dit que c'est au-dessus de 11-12 mm à l'écho. Là, vous vous dites, il répond à mon traitement par clomide ou FSH. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai demain dans le cours sur l'estime simple pour ajuster les doses de gonadotrophine et savoir quand les augmenter ou pas. Ben, on se dit qu'en général, c'est 12 mm la barrière pour dire ça y est, mon follicule est recruté. Après, le risque de gémellaire, c'est un peu différent. Il y a des papiers qui ont essayé de regarder ça et les réponses sont un peu discordantes, mais quand même, ils ont montré dans pas mal d'articles que les follicules intermédiaires entre 12 et 15 mm sont quand même associés à un risque de grossesse multiple. Donc, il faut quand même les prendre en compte dans votre réflexion. Bien sûr, on l'intègre si vous avez le taux d'œstradiol, ça joue aussi. Mais moi, je ne mettrais pas ma main à couper, elle, qu'elle n'a pas de grossesse gémellaire. Hein. Enfin, honnêtement, si vous voulez être sûr et qu'elle ne veut pas du tout de gémellaire ou qu'elle a une contre-indication obstétricale à la grossesse gémellaire ou médicale, eh ben, il faut lui dire d'avoir des rapports protégés et peut-être revoir votre dose de clomide au prochain cycle. Donc c'est compliqué, mais à partir de 12, il y a quand même des papiers qui montrent qu'il y a un risque de grossesse multiple. Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut faire une insémination? Donc, ça, on en reparle demain. Ouais. Geoffroy Robin, il vous a dit, une patiente OPK dont le seul problème est l'oligo-anovulation ne bénéficie pas de faire une insémination par rapport à faire des rapports programmés. Donc là, c'est des rapports programmés, si le spermogramme est normal. L'insémination, le timing par rapport à l'ovulation ou au déclenchement de l'ovulation, je vous en reparle demain sur le cours. En général, c'est 36 heures après le déclenchement de l'ovulation qu'on fait l'insémination. Ouais. Bon, que fait-on si l'endomètre est très fin? Il me semble qu'on en a déjà un peu Je parlé. vous l'a dit il n'y a pas très longtemps. Tout le monde adore me demander s'il faut rajouter de l'œstradiol à chaque fois. Et en fait, ça sert à rien de rajouter de l'œstradiol. Parce que le problème, c'est que le clomide, c'est un modulateur des récepteurs aux œstrogènes. Okay, il a une action anti-œstrogénique sur les récepteurs aux œstrogènes de l'endomètre. Si vous donnez de l'œstradiol, que ce soit par patch ou péros, bah, il ne va pas plus se fixer sur vos récepteurs au niveau de l'endomètre, il ne va pas le faire s'épaissir. Donc ça ne sert à rien de rajouter l'œstradiol. C'est une info à prendre en compte pour vous dire que probablement cette patiente n'a pas des chances optimales de naissance par clomide, parce que chez elle, on ne sait pas pourquoi, bah, y a une action anti-œstrogénique importante du clomide sur l'endomètre. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas vous acharner à faire 4 à 6 cycles de clomide, même si vous avez des ovulations. Et ce que vous disait Geoffroy, bah, on arrête avant, on passe à une stime par gonadotrophine. Après, moi, je lui dirais quand même d'essayer, même si elle a un endomètre à 3, 4, 5, d'avoir des rapports. Vous risquez pas grand-chose, si ce n'est que ça ne va pas marcher. Mais par contre, le prochain cycle, peut-être je réessaye une fois, voir si son endomètre est à nouveau très fin sur un deuxième cycle de clomide. Mais j'irai à pas plus de 2 cycles de clomide si elle a toujours un endomètre fin. Bon, on a eu la chance, c'est une grossesse simple. Alors, Madame R, 29 ans, BMI 25, infertilité primaire, SOPK aussi, spanioménorrhée aussi, je vous laisse le petit bilan. Tout est normal, le spermogramme est normal. On recommence le petit sondage, mais là, vu qu'on l'a fait une fois, ça doit être hyper facile. Le protocole et les consignes particulières. Vous partez sur quoi? Dans la salle. Clomide, ouais. Je vous avais dit, on y va tranquille, hein, c'est facile aujourd'hui. On corse la prochaine fois. Non, je plaisante, c'est pas vrai. T'as un sondage, Ménion? Négatif? On les a perdus? Ah d'accord. On laisse tomber. Alors on imagine que tout le monde a voté clomide. C'est super, vous avez voté clomide. Et c'est ce qu'on a fait, on est trop fort. Et toujours pareil, on vérifie cette histoire de grossesse gémellaire. Alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai mis la feuille de stimulation un petit peu plus en grand. Donc vous voyez, notre feuille se présente comme ça. C'est les feuilles informatiques hein, qu'on a sur le logiciel. Donc premier jour des règles, la prise de clomide, tac, 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 tac. Et le premier contrôle, AS9, où vous avez donc toujours la même présentation. Ovaire droit, ovaire gauche, endomètre. Alors, attendez, hein, c'est pas parce qu'il n'y a rien qui est marqué qu'elle n'a pas d'ovaire gauche. Hein. C'est peut-être juste parce que ça n'a pas été complété. Hein. Et
endomètre, machin, et on est en attente du bilan. Donc là, nous, quand on les voit le matin, elles font prise de sang, échographie, et on va déjà donner à nos patientes des consignes. On récupère les résultats du bilan, parce qu'on les a pas tout de suite, hein, on les récupère en fin de matinée, début d'après-midi, et quand on les a, on voit si ce qu'on a dit le matin, ça coïncide, auquel cas, elles ont déjà leurs consignes, et c'est parfait, ou si ça coïncide pas, à ce moment-là, on les rappelle pour changer les consignes de traitement. Donc on imagine que vous êtes nous, vous avez fait l'écho ce matin, vous vous retrouvez avec ça, qu'est-ce que vous faites avec votre patiente? Vous lui dites, bon bah c'est super, vous êtes prête, on déclenche, c'est pas prêt, on se revoit, ou ça va pas du tout, et on annule tout. Au choix. On se revoit? Ok, vous voulez la revoir quand? Parce que vous avez le choix, vous pouvez la revoir soit le lendemain, soit le surlendemain, soit vous attendez encore plus de temps pour vous dire que ce sera prêt dans plus longtemps. Qu'est-ce que vous préférez? S11 du coup? Ouais, plutôt S11. Alors je vous laisse la prise de sang, comme ça vous allez me dire si on confirme le S11 ou pas. Donc elle a, pardon, je vous remets le petit pointeur, le stradiol première ligne, 562, picogramme, la LH 9.9, mi-8, et la proche 0,4. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que proche à 0,4 elle n'est pas ovulée, LH à 9,9, a priori, n'est pas prête à ovuler là maintenant de suite. Le stradiol à 562, bon, il est quand même un peu élevé, cet stradiol. Donc verdict, qu'est-ce qu'on fait? On stoppe, on la revoit? On la revoit? Vous êtes joueur? Ouais. Ok. Et vous la revoyez quand du coup? S10, S11 plus tard? S10, S11, 72 heures. Je vois qu'il y en a qu'on a traumatisé avec cette histoire de dimanche. Alors effectivement, le dimanche, on ne travaille pas. Non, je plaisante. On ne fait pas les échos. Le docteur Ménien viendra gentiment vous faire les transferts d'embryons le dimanche. Mais elle ne fera pas d'échographie, ni de prise de sang le dimanche. Elle veut pas. Donc oui, effectivement, on se dit que soit on la voit le samedi, soit on la voit le lundi, mais on va pas faire le dimanche. Là, on parle pas des dimanches. Je vous les ai enlevés, même les jours, pour pas que vous soyez tentés. Donc, nous, on était un peu joueurs. On s'est dit qu'on allait le revoir dans 48 heures. Tous ceux qui ont dit on la revoit dans 24 heures, c'était pas faux du tout. Hein. On aurait largement pu la revoir dans 24 heures en se disant oh là là, il y en a un à 14, un à 12,5, 2 à 10. Elle a un oestradiol qui s'élève. Vous pouvez très bien appeler la patiente et lui dire écoutez, il y a une prise de sang qui est élevée, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Potentiellement, il y en a plus de 2. Donc, il faudra peut-être arrêter sur ce cycle et c'est pour ça qu'on se revoit plus tôt. Ou vous faites comme nous et vous vous dites on le tente, ça passe ou ça casse. Bon, on le tente et on se retrouve avec un seul à 17. Alors, l'endomètre, il est passé de 6 à 5,5. Il n'a pas diminué. Ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'il y a une variabilité interopérateur. Nous, on est plusieurs à faire les échographies ici. Donc entre 6 et 5,5, c'est la même mesure. Hein. C'est juste que celui qui a mesuré, il mesure pas tout à fait pareil. On sait qu'il y a des gens qui mesurent un petit peu plus serré, d'autres un tout petit peu plus large, mais ça n'aura pas d'impact. Je vous laisse la prise de sang. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, si on renote, le stradiol, il a continué d'augmenter, 772. La LH, elle est à 10,4 et sa progestérone à 0,7. Progestérone, toujours basse, ouf, elle n'a pas ovulé. La LH, elle est passée de 9,9 à 10,4. On parlait de pic tout à l'heure. On n'est pas vraiment dans le pic, surtout que dans le bilan qu'elle a fait à J3, elle était à 12. Donc on est plutôt rassuré. Son estradiol, il est quand même pas mal élevé. Qu'est-ce que vous feriez? Sachant qu'à l'écho, vous voyez, il n'y a qu'un seul follicule à 17. Ouais, vous la déclenchez quand? Le jour même? Hop là, c'est ce qu'on a fait. Et pas de grossesse. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Donc, premier cycle, on peut se dire qu'elle a plutôt bien répondu, puisqu'on y est arrivé. Elle n'a pas mis des jours et des jours à répondre, puisque vous voyez, premier jour des règles, on arrive à S11, on la déclenche tranquillement. Elle répond avec un follicule. Malheureusement, elle n'est pas enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Vous retentez la même chose? Ouais. Parfait. Donc on le
retente. Allez, là vous avez les jours. Je suis sympa. Donc vous la voyez, elle a pris les premiers jours des règles, elle a pris ses petits comprimés de clomide. Oui, on a commencé à J4, ne me demandez pas pourquoi. Ouais. Je ne sais Normalement, c'est J2 Normalement ou c'est J3. J2 ou J3. Là, elle a commencé à J4. Bon, elle s'est trompée peut-être. Alors, il peut y avoir exactement des petites erreurs de temps en temps. Donc elle, a priori, elle a décalé sa prise de clomide. Et on la voit à S9 de façon classique. Et là, vous vous retrouvez donc avec l'ovaire droit, un follicule à 13,5, pas de follicule sur cet ovaire, en tous les cas, pas de gros. Un endomètre à 6,8, on arrondit. Est-ce que vous la déclenchez? Non. Est-ce que vous la recontrôlez? Oui. Quand est-ce que vous la recontrôlez? Pas de dimanche, pas de dimanche. Vous avez le choix, soit samedi, soit le lundi. Le lundi. Ok, je vous laisse la prise de sang. Pour rappel, sa LH est à 12 ans de base. La progestérone, là, elle est à 0,5, donc on n'est pas dans le stress. Et elle a un oestradiol à 214. On contrôle toujours lundi, ou est-ce que vous voulez la recontrôler le samedi? Samedi? On vous a stressé avec l'oestradiol? Ok. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recontrôlé le lundi. Pourquoi? Je vous dis, a posteriori, ce que je pense qu'on a fait. Sur la stimulation précédente, je reviens un peu en arrière, c'est la même patiente. Vous voyez qu'à S9, on avait un follicule à 14 des petits, un oestradiol qui est déjà très élevé. Un follicule à 17, un oestradiol qui était déjà très élevé. Là, on la revoit, premier contrôle, on a un follicule à 13, on n'a rien derrière, et déjà un oestradiol qui s'élève un peu. On peut se dire que peut-être cette patiente, elle va à chaque fois avoir un oestradiol qui est un petit peu plus élevé, et que c'est pas parce qu'elle va avoir son follicule qui va être à 17 dès demain. Et dans ce cas-là, on peut se laisser un peu de temps. Mais la recontrôler le samedi, attention, n'était pas une erreur. Vous pouvez vous dire aussi, mais ce cycle-là, ça risque d'aller très vite. Et là, aujourd'hui, je le vois à 13,5, peut-être que demain, il sera déjà à 16, et que je vais pouvoir la déclencher, ou peut-être qu'elle va ovuler spontanément dans le week-end. Donc, l'idée étant de ne pas rater ce follicule qui aurait grossi. Nous, on est joueurs, on l'a recontrôlé que le lundi. Et là, le lundi, on se retrouve avec l'ovaire droit, où vous avez un follicule à 19, un à 15,5, un à 13,5. L'ovaire gauche, bon, ça pose toujours pas. Un endomètre à 7,8. Vous la voyez à l'échographie le lundi matin, et vous vous retrouvez avec ces follicules-là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la déclenchez? Est-ce que vous la recontrôlez? Ou est-ce que vous l'arrêtez? Vous l'arrêtez parce que... Ouais, recrutement avec le follicule 19, ça c'est super. Le follicule à 15,5, c'était bien parce qu'elle était d'accord pour les gémellaires. Le follicule à 13,5, c'est quand même beaucoup moins drôle. Et là, vous vous retrouvez avec votre stradiol, donc 625, la LH 11,9, la progestérone à 0,5. Sur ce cycle-là, pour le coup, on s'est arrêté. Donc là, quand vous avez une patiente qui était prévue pour des rapports programmés, à qui vous dites, on s'arrête sur ce cycle-là, on ne va pas déclencher l'ovulation. Qu'est-ce que vous lui dites d'autre? Ouais, d'avoir des rapports protégés. C'est hyper important parce que même si vous la déclenchez pas avec l'ovitrelle, elle va ovuler spontanément. Donc c'est vraiment important de lui dire d'avoir des rapports protégés. Là. Ok. Est-ce qu'on aurait dû la revoir le samedi? Bah peut-être. A posteriori, on se dit que peut-être on aurait dû la revoir le samedi, mais je suis pas sûre que ça aurait... je pense pas que ça aurait changé la fin. Mais peut-être on aurait vu le samedi que elle était en train de recruter d'autres follicules. C'est peut-être ça. Et on se serait peut-être dit, je sais, on extrapole, mais peut-être il y en aurait eu un à 15,5 et 2 à 12. Et on aurait déjà prévenu la patiente, on lui aurait dit, écoutez, là, sur ce cycle-là, ça se présente pas sous les meilleurs auspices. Ouais. Est-ce que du coup, il y a un intérêt à leur dire de ne pas avoir de rapport protégé avant le contrôle De ne pas avoir de rapport la question, du tout. Ouais. Si elle a eu des rapports, par exemple, samedi ou dimanche, Ouais. en disant, bon, bah, c'est bien parti, moi je pense spontanément, et quand on se retrouve avec ça lundi et qu'elle a eu des rapports. Donc la question, j'avais la même question dans le chat tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut leur dire de ne pas avoir des rapports avant vos contrôles échos? Et moi j'ai répondu que je voyais pas l'intérêt dans la mesure où c'est très rare, surtout quand vous faites des échos précoces de monitorage comme nous, où je vous ai dit on les fait venir vers J9, J10, c'est très rare qu'elles ovulent avant. Et tu peux pas ovuler... Et tu ovules pas sur un follicule. Normalement, l'ovulation, elle se fait sur les follicules au-delà de 17, à 18, 20 même, sous clomide. Il y en a qui déclenchent même plus tard que nous.
Donc en fait, si tu la vois à 13,5 le vendredi, soit tu es très inquiète qu'elle ovule et il faut la revoir le samedi, soit en fait là, je lui dis pas d'avoir des rapports. Ouais. Mhm. En tout, le fait est qu'on ne le fait pas en pratique parce que On la le fait pas, probabilité, c'est pas une recommandation que tu donnes en pratique aux gens en cours de chlomide. Tes probabilités de grossesse, là, elles sont vraiment Elles sont faibles. très très faibles sur un rapport, on imagine le dimanche pour une ovulation le mardi pour un risque de grossesse multiple. Là, C'est ça pas fait un quoi? truc Ça qu'on leur fait dit. 10 ans. Ouais, 10 ans que Ouais. je suis là. Oui, on n'a jamais. On l'a pas vu touche du encore. bois. Ouais, on va toucher du bois, on va pas le faire cette année, mais on l'a pas fait encore. D'accord. Non, vraiment pas fréquent. Oui. Exactement. Oui, alors dans ce cas-là, je répète juste ce que tu as dit. On va mettre cette patiente-là, on va lui demander de ne pas avoir de rapport pendant ça. C'était ma question, cette moi. période-là. Est-ce qu'il faut lui donner de la progestérone, elle, pour faire venir ses règles? Parce qu'on a des situations où c'est pas facile de savoir à quel moment on reprend le chlomide. Parce que c'est des patientes qui sont à la base, qui ont des problèmes Ouais. de problèmes de règles. Donc là, à chaque fois, la reprise, on a des situations où la reprise est très difficile. Alors, je vais répondre à ta vas-y. question après, mais d'ailleurs, d'abord, j'aimerais que vous répondiez à la mienne, qui est, est-ce qu'à cette patiente, je dois lui donner du Dufaston 10 jours avant de recommencer le chlomide? Non, mais vous n'avez même pas besoin d'avoir cette info pour répondre à ma question. Qui lui redonne la progestérone? Qui pense que ce n'est pas nécessaire de lui en donner? Bah oui, c'est pas nécessaire, on est d'accord. On est d'accord que cette patiente, elle va ovuler. Vous n'allez pas lui bloquer son ovulation, on veut juste pas qu'elle ait des rapports. Mais donc, cette patiente qui a un cycle, un recrutement trifolliculaire, elle va ovuler. Donc, elle va avoir ses règles 15 jours après. Donc, il n'y aura pas de souci de spotting ou quoi. Et on va savoir lui dire qu'à J2 de ses saignements, elle va pouvoir reprendre le chlomide. La seule situation où vous déclenchez des règles avec du Dufaston, par exemple, c'est si votre cycle de chlomide n'a pas marché, qu'il y a eu 0 follicule recruté. Et donc, pour répondre un peu à votre question, c'est vrai que ces patientes-là qui sont en aménorrhée ou spanioménorrhée, souvent pour démarrer le premier cycle de chlomide, on leur donne 10 jours de progestérone naturelle, utrogescent ou micronisé comme le Dufaston. Comme ça, à l'arrêt de la progestérone, il y a franchement des règles. Vous leur dites, ça c'est J1, vous nous appelez et le lendemain, vous commencez votre chlomide. C'est vrai que souvent, on fait ça. Ne gâche pas le suspense, on va le faire après. Ouais, c'était une question qui spoilait un peu la suite sur à quelle dose on reprend Quelle dose on le reprend. prochain cycle. Et il y a une autre question. Ouais. Ouais, il y avait une autre question. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, quand on parlait de recrutement folliculaire et de aussi à quel seuil on peut considérer qu'un follicule est associé à un risque de grossesse multiple, malheureusement, je n'ai pas de réponse hyper claire. Et les données de la littérature que je vous disais, globalement, c'est que même des follicules intermédiaires entre 12 et 15 mm peuvent être associés à un risque de grossesse multiple. Donc ma réponse, si vous voulez 0 risque de gémellaire ou grossesse triple, c'est au-dessus de 12. Attention. Mais j'aimerais bien vous dire, moi-même, je me pose souvent la question, là on est à 12, est-ce que vraiment il y a un risque? Et personne n'a la réponse claire. Je pense que si vous voulez 0 risque, c'est au-dessus de 12, il y a un risque théorique de grossesse multiple, quoi. Est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'il y a un intérêt de l'œstradiol dans l'évaluation du risque de grossesse multiple? Oui. Puisque théoriquement c'est proportionnel au nombre de follicules recrutés. Et donc oui, à partir de au-dessus de 500 picogrammes par ml de stradiol, pareil, il y a des études qui ont montré que vous avez plus de risques de grossesse multiple qu'en dessous de 500, indépendamment de l'écho. Donc oui, je pense qu'il faut interpréter les deux si vous avez les deux. Nous, on se sert de l'œstradiol, ouais. Et voilà, au-dessus de 500... je pense qu'on ne peut pas être tranquille. Alors elle, c'est différent parce que vous voyez qu'elle a 200 d'œstradiol dès J9, là, quand on la voit, avec seulement un follicule à 13,5.
Mais je pense que c'est parce que de base, elle a un niveau de stradiol élevé qui est lié à son OPK et au fait qu'il y a plein de petits follicules qui de base déjà produisent de l'œstradiol. Donc si vous commencez à la stimuler, il s'élève rapidement. Il faut intégrer, il y a ça aussi à prendre en compte, quoi, le terrain de votre patiente. Ouais. Mhm. Donc la question, c'est que si une équipe qui faisait pas les dosages hormonaux avait la même écho que nous, est-ce qu'ils auraient autorisé? Alors chacun fait comme il veut. Oui. Honnêtement, avec 3 follicules au-dessus de 12, là, comme je vous disais, Je pense il pas. y a un risque de grossesse triple. Si, Ouais. moi je pense qu'il y en a qui font ça, qui le franchement. font. Je pense qu'il y en a qui s'en fichent, enfin qui n'accordent moins d'importance que nous au risque de grossesse multiple. Mais vraiment, nous, on n'a pas du tout envie d'avoir déjà des gémellaires, on évite. Mais alors les grossesses triples, on s'entendrait vraiment pas bien après avec les obstétriciens, quoi. Donc moi, je prendrais pas le risque, même sans le bilan hormonal, quoi. Vas-y. Attends, juste 2 minutes, il y a une question derrière. Mhm. Non, là je vous ai mis La juste... question, c'est sur sur l'insulinorésistance et la l'insulinorésistance, GPO. Non, là je vous ai mis des cas les plus simples que j'ai trouvés. Tous les tests avaient été faits avant, il n'y avait rien de particulier, c'est pour ça que je ne l'ai pas renoté. Mais non, on n'est pas allé sur des trucs très compliqués. Tu remarqueras, ils ont des BMI à 25, je vous ai pas mis les cas où c'est plus compliqué. On commence. Cool. Mais non, tout avait été vérifié avant. Et vas-y, dis-moi. La question, c'était de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on arrête la surveillance s'il n'y a pas de réponse. La question, c'est jusqu'à quand on surveille quand on a donné du clomide et jusqu'à quand on se dit on a surveillé plein de fois et il n'y a pas de réponse. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est un premier contrôle, comme tu vois là, à S9. On imagine ton écho, il n'y a rien que des petits follicules, ton endomètre est fin. Tu vas refaire un deuxième contrôle. Pour le coup, la patiente, on est sympa aussi avec elle, on se dit dans 48 heures, si là tous les follicules ils sont à 5, ils vont pas être à 15 au bout de 48 heures. Donc on va lui laisser un petit peu plus de temps, tu vois, plutôt 4 jours, tranquille, 3-4 jours pour la revoir tranquillement. Tu la revois au bout de 3-4 jours. Tu es toujours dans ton même cas d'écho. Ou allez, tu as un follicule qui est à 8 mm. Ton endomètre il est fin, ton oestradiol il est toujours dans les choux à 30, un truc comme ça, entre 15 et 30. Tu te dis on va la revoir une troisième fois, la dernière fois. Tu lui laisses encore 3-4 jours, tu la revois. Si ton écho, c'est toujours la même chose, ça ne bouge pas. Alors nous, on a la chance d'avoir le dosage hormonal. Si ton dosage hormonal, c'est toujours la même chose, c'est toujours bas, là, pour le coup, cette patiente-là, on va s'arrêter. Et c'est là où on disait, on va lui redonner, du coup, de la progestérone. Pour redéclencher... J14, franchement, s'il se passe rien à J14, J15 du cycle... On lâche l'affaire et on redéclenche. On se dit qu'elle n'a pas répondu à la dose de clomide et on reprend à une dose plus forte. Alors si c'est un premier cycle, ça nous arrivait de reprendre à la même dose en se disant peut-être que le premier cycle, ça n'a pas bien fonctionné, on l'a fait. Hein. Ouais. Je pense que tu peux augmenter. Comme elle vous disait, pour arriver à J14, à peu près, ça nous fait 3 contrôles. Ouais. Parce que nous, on commence tôt. Voilà. Mais on vous a dit qu'on pouvait commencer. Lui, il vous a dit, juste avant, il commençait beaucoup plus tard. Hein. Il commençait son contrôle à S12, donc nous, lui, il était beaucoup plus tardif. Pourquoi on commence à J9, J10? Parce que, en fait, vous verrez, dans tous nos autres protocoles de stimulation simple de l'ovulation par gonado, c'est J9, J10, le début du monitorage. Et on essaie de simplifier parce qu'on a un gros volume de patientes. Donc, pour toutes, les infirmières qui gèrent les démarrages des traitements, elles ont pour toutes les patientes les mêmes consignes. Si c'est une stime simple de l'ovulation, que ce soit clomide ou FSH, elles savent, je convoque la patiente au 9e ou 10e jour de son cycle. Mais bien sûr, vous pouvez commencer un peu plus tard, à J12, pour le clomide notamment. Donc, voilà, vous verrez que chaque centre a des pratiques qui peuvent varier pour des raisons d'organisation, de type de patiente, de parti pris. Il y a plein de trucs qui font que l'AMP, c'est pas malheureusement une seule recette. Et on va essayer. C'est pour ça que c'est bien de s'inspirer de toutes les recettes de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut voir différentes choses. Non, mais c'est vrai, c'est important. Ouais. Il faut imaginer qu'ici, comme elle vous disait, il y a beaucoup de patientes, beaucoup de personnel, et le fait de simplifier, de dire pour tous les contrôles qu'on fasse des rapports programmés, des inséminations, des trucs, des machins, on voit tout le monde, on standardise tout le monde, c'est plus simple, et pour les infirmières de programmation, et pour les patientes, parce que même la patiente, quand vous la changez de traitement, parce qu'on peut imaginer qu'elle va faire d'autres traitements par la suite, elle sait que ces contrôles, c'est à peu près tout le temps là,
Elle est revue toutes les 48-72 heures, et pour même elle, pour suivre dans ses traitements, c'est quand même beaucoup plus clair de standardiser, d'avoir une sorte de protocole où tout est clair, il y a des dates, un calendrier, plutôt que vous venez là, et puis vous revenez. On peut s'adapter, bien sûr, c'est dans l'idéal, dans le monde idéal, on fait personnaliser à 100% pour tout le monde, mais c'est vrai que quand vous avez un trop grand volume de patientes, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué d'organiser ça comme ça. Voilà. Je crois que je dois vous libérer, non? Oui, vous avez faim peut-être. Alors, là, on est toujours sur le même. On peut faire. Si tout le monde ne tombe pas dans les pommes, on peut faire 5 minutes, fini ça, et après je vous libère. Ok. Alors, on en était à... On a fait un premier échec de Clomid, c'est-à-dire une première simulation, elle a bien répondu, mais malheureusement, on n'a pas de grossesse. Puis, on reprend Clomid, là, cette fois-ci, on la stoppe, réponse excessive. Qu'est-ce que vous faites, là, pour cette nouvelle tentative? Est-ce que pour cette nouvelle tentative, on se dit, bon, ça marche pas, c'est mort, on passe en FIV? Est-ce que finalement, on se dit, bon, on va faire des inséminations? Ou est-ce qu'on continue avec l'induction d'ovulation et des rapports programmés, puisqu'on se dit, ça a quand même marché une fois sur deux, ça se retente? Et est-ce qu'on change avec des gonadons ou est-ce qu'on reste avec du Clomid et on modifie la dose de Clomid? Parce que ça, c'est possible aussi. Dernière réponse? Et non, perdu. Nous, on ne sait pas pourquoi, je ne peux pas vous le dire. On aurait très bien pu diminuer la dose de Clomid, parce qu'avant, elle avait pris un comprimé, donc on aurait pu lui dire le prochain cycle, vous prenez un demi. Là, il a été décidé de reprendre avec de la FSH à 50. Ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire. Mais on a décidé de changer. Je pense qu'on s'est dit, ça, elle a répondu trop fort. Peut-être elle a fait des cycles de Clomid en ville. Elle l'a fait ailleurs. Non, on avait... Oui, j'avais rien. Bon. En fait, le rationnel, moi, j'étais pour continuer un cycle de Clomid, en vrai. Ouais. Ouais. On pourrait le faire. Maintenant, on va vous montrer à quoi ressemble une STIM par FSH. En plus, ça nous permet de varier, comme ça, vous voyez un nouveau truc. Alors, le cycle FSH, vous l'avez là. Enfin, si j'y arrive. Alors, il faut leur expliquer comment... Ah, voilà. Alors, du coup, le cycle là, c'est la même feuille de stimulation qu'on voyait tout à l'heure. La différence, c'est que tout à l'heure, on voyait un comprimé, c'était pour le Clomid. Là, ça va être pour la FSH. Pour les stimulations avec FSH, comme pour le Clomid, les patientes appellent, premier jour des règles, nos infirmières, qui vont leur demander de démarrer les injections pour les revoir toujours pareil, S8, S9 à peu près. Pour les doses, on va démarrer la FSH à 50 unités. Généralement, c'est notre démarrage de base. Et on va les démarrer à J4. On en reparlera demain. Ça, c'est Dr Ménian demain. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc, elle démarre tranquillement chez elle à J4. La FSH, il y en a plein sur le marché. Le plus simple pour elles, c'est le mieux. C'est-à-dire, si vous avez un stylo, elles vont quand même préférer un stylo plutôt que des petits mélanges à faire. Pour commencer, c'est quand même un peu plus light. Et que vous fassiez le stylo ou les mélanges, à la fin, les résultats, on a les mêmes choses. À part cas spécifique, mais vous allez le voir avec le Dr Ménian demain. Donc, elle fait 50 unités tous les jours. Et vous la voyez, S8 ou S9 pour son petit monitorage. Donc là, on se retrouve avec l'ovaire droit, un follicule à 13, 2 de 10 et des petits. L'ovaire gauche, bon, c'est toujours petit. Et sa prise de sang, 275 de stradiol, 3,5 de LH, 0,3 de proche. Donc la proche, toujours pareil, on est rassuré. La LH, elle est basse. Et vous avez votre stradiol qui est toujours un petit peu élevé, mais bon, ça fait 3 fois qu'on le voit et 3 fois qu'il est toujours un peu élevé. Un 13 de 10. Est-ce que ça sent la panique ou est-ce qu'on se dit qu'on peut continuer encore? On peut continuer encore. Vous la continuez encore combien? 24, 48, 72 heures. Allez. 48 heures. Pourquoi pas 24 heures? Parce que vous l'avez vu, on commence à avoir l'expérience de cette patiente. Elle a déjà fait d'autres choses. On se dit qu'on peut lui laisser 48 heures de délai. 24 heures, on n'était pas dans l'urgence. Vous aviez le follicule à 13. On se dit 2 mm par jour. Il aurait été à 15. On peut se laisser encore un peu de temps. 48 heures du coup, vous la revoyez. Un follicule à 15,5. 2 de 10, l'ovaire gauche, il n'est toujours pas là, et 10,6 endomètres. Vous avez votre dosage hormonal, 311 de stradiol, 4,3 de LH, 0,2 de proche. Donc la LH, on est rassuré, la proche, on est rassuré, le stradiol a augmenté, votre follicule, il a bien grandi. 15,5, 10,5, 10. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recontrôle? Est-ce qu'on déclenche? Ou est-ce qu'on s'arrête parce qu'on se dit qu'elle va encore risquer une grossesse triple? On déclenche. Et vous la déclenchez quand? Le lendemain. Le lendemain ou le jour même?
Le lendemain. Vous avez votre follicule à 15,5. Je vous rappelle, l'objectif un peu qu'on cherche à atteindre, c'est plutôt 17 mm, aux alentours de 17 mm. Donc c'est pour ça qu'on lui laisse encore le lendemain pour la déclencher. Et à nouveau, malheureusement, pas de grossesse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on fait? On est mal. Donc, une tentative avec clomide, ça n'a pas marché. On l'a annulé avec le clomide, elle a trop répondu. On a essayé une insémination, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait comme protocole? Est-ce qu'on fait... Là, on lâche l'affaire définitivement, on passe en FIV. Est-ce qu'on retente avec des gonados? Parce qu'au final, elle a quand même bien répondu pour le coup. Ou est-ce qu'on refait un peu machine arrière et on repart plutôt sur des rapports clomide? On repart sur des gonados. Ouais, elle a bien répondu. On y va. Et là, vous avez de la chance, vous pouvez aller manger. C'est en cours, c'est ce mois-ci, on n'a pas la réponse encore. Voilà. Ok. Ouais. D'autres questions ou ça va? Là, non. Non, non, non. Alors, la question c'était est-ce qu'on rajoute de LH sur ce protocole? On reste avec de la FSH seule. Non, on reste à la même dose. L'idée c'est de rester à la même dose parce que tu vois, elle a répondu. Tu as eu ton follicule, donc il n'y a pas de raison de modifier ta dose ou de modifier ton protocole. Tu peux retenter la même chose. Voilà. Ouais. Alors, madame était juste avant vous. Ouais. Alors, on aurait largement Alors pu. pourquoi on a fait une insémination et qu'on n'a pas fait avec des rapports? C'est ça Alors, la question ouais, c'est ça. Et on aurait largement pu continuer avec juste des rapports programmés, mais en stimulant avec de la FSH. J'aurais pas la réponse de pourquoi on a fait une insémine, mais oui, on aurait largement pu. Ouais. Et du coup... Je vais la faire passer. Et alors, attends, je suis désolée, j'ai pas entendu. Le test d'ovulation, est-ce qu'on utilise ou pas? Jamais. Les patientes l'utilisent elles-mêmes pour nous appeler et nous dire, mais nous, on l'utilise jamais. Et on ne s'y fie pas non plus. Voilà. Ouais. 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 Alors la question c'était, on a un follicule à 15 mm, est-ce qu'on aurait pu arrêter la FSH en laissant le follicule dominant travailler tout seul et ovuler? Ou est-ce qu'on est obligé de continuer? Nous ici on va continuer pour soutenir en fait sa croissance et après le déclencher.